C'est le pire sapin de tous les temps. Joyeux Noël! Salut tout le monde, Noël approche et comme je ne suis absolument pas original, comme beaucoup de chaînes ciné à ce moment de l'année, je vais vous parler de la saga Home Alone, Maman j'ai raté l'avion en français, et plus particulièrement de ses suites qui sont de plus en plus mauvaises. Ce sera une vidéo en deux parties dont la suite sortira vendredi prochain si tout va bien. Et justement c'est Noël, n'hésite donc pas à lâcher un like, ça me ferait vraiment plaisir et en plus ça aiderait énormément la chaîne, tout particulièrement si vous êtes sur votre télé, parce que comme vous pouvez pas lâcher de commentaires, c'est pas toujours évident d'avoir d'interaction, donc au moins un petit like, c'est déjà énorme. Pour les autres, vous pouvez bien évidemment lâcher un petit commentaire, me dire si vous avez vu les films, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo également. Et n'hésite pas aussi à t'abonner, objectif 3000 toujours en cours. Avant de parler des suites, commençons par le début avec le premier film sorti en 1990. Écrit par John Hughes, le roi des comédies familiales des années 80, il s'inspire de sa propre enfance et de l'idée de se retrouver seul à la maison lorsqu'on est enfant. Hughes confie la réalisation à Chris Columbus, déjà connu pour sa capacité à diriger des films pour enfants avec humour et rythme. Pour le rôle de Kevin, le héros principal, la production auditionne des centaines d'enfants avant de tomber sur Macaulay Culkin, dont le charisme et le sens comique naturel deviennent immédiatement indispensables. Je vais quand même vous résumer Home Alone premier du nom, tout le monde le connaît, c'est un film culte bien entendu, mais je ne peux pas parler de ses suites sans parler de l'original. Tout commence avec la famille McAllister qui se prépare pour un voyage de Noël à Paris. Parmi eux, Kevin, un garçon de 8 ans, souvent en conflit avec ses frères et sœurs, et en particulier Buzz. Lors d'une dispute, Kevin souhaite secrètement que sa famille disparaisse, et le lendemain à son réveil, il se retrouve justement seul à la maison, sa famille l'ayant oublié quand ils sont partis à l'aéroport. Rapidement, Kevin savoure sa liberté, mais la tranquillité est de courte durée car il découvre que deux cambrioleurs, Harry interprété par Joe Pesci, dont on a très récemment parlé dans la vidéo Moonwalker que je t'invite à aller voir après celle-ci, et Marv campé lui par Daniel Stern, surnommé les casseurs-flotteurs, prévoit de cambrioler les maisons du quartier habituellement tranquilles, profitant de l'absence des habitants le temps des fêtes et en particulier la maison des McAllister. Pour se défendre, Kevin met en place une série de pièges ingénieux, du verre au sol, peinture brûlante, clous, colle et j'en passe. Chaque attaque met Harry et Marv dans des situations comiques et douloureuses à la fois. En parallèle de ces événements, Kevin s'aperçoit que le vieux méchant du quartier, le voisin solitaire que tout le monde craint, n'est en réalité pas un danger et devient même un allié pour le jeune garçon. À la fin, la famille McAllister revient enfin à la maison et les cambrioleurs sont arrêtés par la police, humiliés par un simple enfant. C'est un film qui respire à fond Noël. Les décors, l'ambiance et les musiques qui ont bénéficié de la patte de John Williams, compositeur plus que reconnu, ont contribué à ce que le film transpire Noël. L'humour fait mouche, Kevin est vraiment attachant, en plus d'être très malin, il a des répliques qui fonctionnent et l'interprétation de Macaulay Culkin y est pour beaucoup. Les casseurs-flotteurs ont une très bonne dynamique, le rythme du film est maîtrisé, bien que la séquence des pièges ne dure que 20 minutes, ce qui avec le recul reste un peu court, ça reste la base du film et de tous ceux qui suivront. Dans ce premier opus, ils sont faits avec une violence maîtrisée, mais avec excellence, rendant le film étrangement bon enfant. C'est pas pour rien donc que c'est devenu un classique de Noël, à sa sortie ça a cartonné et les producteurs ont mis très rapidement en chantier une suite. On reprend les mêmes et on recommence. Ce coup-ci, Hughes veut reproduire la magie du premier film tout en proposant du neuf. Il partira sur l'idée qu'on retrouvera dans plusieurs autres sagas, délocaliser l'action dans un nouvel environnement. C'est la ville de New York qui sera choisie. Chris Columbus revient à la réalisation et la musique reste confiée à John Williams, qui reprend le thème original tout en l'adaptant à l'atmosphère new-yorkaise, plus festive et aventureuse. Le film sortira en 1992. Celui-là aussi, je vais le survoler, mais vous allez voir que ce second opus, en réalité, c'est déjà le début des problèmes pour cette saga. Cette fois, Kevin McAllister se retrouve à l'aéroport avec sa famille, mais un malentendu le fait embarquer dans le mauvais avion direction New York, tandis que sa famille part à Miami. Il se retrouve seul dans la grande pomme avec le portefeuille de son père contenant toutes ses cartes de crédit. À New York, Kevin séjourne dans le luxueux Plaza Hotel, se faisant passer pour un client riche et profite là encore pleinement de sa liberté, mais il n'est pas seul très longtemps. Les casseurs-flotteurs, Harry et Marv, refont surface fraîchement évadés de prison. Cette fois, ils ont un nouveau plan, cambrioler un magasin de jouets qui a récemment fait une grosse récolte de fonds pour des enfants malades. Kevin se met alors en quête d'empêcher cela, car lorsque tout ce beau monde se rencontre, les deux cambrioleurs ont informé le petit de leur plan, le tout enregistré par un gadget de l'enfant. Kevin transforme alors la maison de son oncle, en pleine rénovation, en véritable piège géant et prend un malin plaisir à ridiculiser Harry et Marv. Dans ce second opus, on verra aussi Kevin se rapprocher cette fois de la femme pigeon, une figure solitaire et gentille, pourtant crainte dans un premier temps, rappelant le voisin du premier film. Finalement, Kevin réussit à faire arrêter les cambrioleurs par la police, sauvant les jouets et l'argent destiné aux enfants malades. Le film se termine sur un Noël joyeux, Kevin réuni avec sa famille. Ça reste globalement toujours un très bon film, y a pas de débat là-dessus, mais on voit déjà
déjà qu'il y a quelques soucis qui émergent. La magie de Noël est toujours présente, Kevin nous est toujours aussi sympathique, la scène des pièges a une durée équivalente, bien que cette fois, il y en ait plus dans un enchaînement où les casseurs-flotteurs se font détruire. À ce niveau-là, on est presque sur de la tentative de meurtre. Kevin, à la fin, les laisse descendre 2 étages avec une corde couverte de kérosène à laquelle il met le feu. Tu fais ça en France, les voleurs portent plainte et c'est Kevin qui finit en prison. Ils ont atténué tout ça en apportant un côté très cartoon assumé, ce qui crée des moments comiques franchement réussis malgré la violence des pièges. La Dame aux pigeons adoucit le récit et apporte du drame, sans compter la fin où Kevin lui apporte un cadeau, scène qui a dû en faire chialer plus d'un. Toutefois, il y a quand même pas mal de problèmes. Alors le rythme a été certes revu avec plus de diversité entre les scènes, mais Harry et Marv sont insérés là-dedans au forceps. Je veux bien que le monde soit petit, mais que le hasard veuille qu'ils se retrouvent au même endroit, au même moment que Kevin, c'est un peu gros. Kevin justement qui a la preuve via l'enregistrement que les voleurs, en cavale qui plus est, vont faire un casse à une date et une heure donnée, mais n'avertit pas la police, ça aussi c'est un peu tiré par les cheveux. Je veux bien qu'on nous dépeigne depuis le premier film que la police a tendance à être un petit peu incompétente dans cet univers, mais bon, quand tu sais qu'à la fin, après les avoir piégés, Kevin va quand même les appeler, il n'y a absolument aucune raison pour qu'ils ne les appellent pas avant. Les voleurs rentrent dans la maison pour récupérer une photo que Kevin a pris d'eux, les incriminant. Ça aussi, c'est franchement pas loin du Deus Ex Machina, car déjà l'alarme du magasin s'est déclenchée après que Kevin les ait piégés une première fois, donc ils sont déjà grillés à ce moment-là. Et même dans les années 90, surtout à New York, tu vas pas me faire croire que le magasin n'a pas de caméra. Sans compter que les voleurs savent pertinemment que Kevin va les piéger. Et ils rentrent quand même dans le bâtiment pour l'attraper. Il s'attendait à quoi? Pareil, quand Kevin est dans l'hôtel, il fait croire à un moment aux employés qu'il tire avec une arme à feu. Et personne n'avertit la police non plus là. Ça reste quand même un bon film, mais c'est vrai qu'au niveau scénario, il y a quand même certains problèmes qui ont déjà commencé à se présenter, et vous allez le voir, ça va pas aller en s'améliorant sur les suites. Après le succès massif des 2 premiers films, les producteurs décident de relancer la franchise, mais sans Kevin McAllister ni les acteurs originaux. L'idée est de créer un nouveau héros enfantin avec une intrigue plus moderne. Le scénario est une nouvelle fois écrit par John Hughes, mais Columbus est remplacé par Raja Gosnell, dont Home Alone 3 sera son premier film et qui fera plus tard les 2 films Schtroumpf. À la musique, Dixit, John Williams, dont la relève sera prise par Nick Lenny Smith, beaucoup moins reconnu dans le milieu, qui, malgré des collaborations avec Hans Zimmer, ne fera pas de grands films. On arrive donc enfin à la partie principale de cette vidéo, c'est-à-dire la première suite, un peu bancale, de la saga Home Alone, et comme on a justement quand même traité vite fait les 2 premiers, je pense qu'on peut déjà mettre en place un cahier des charges de qu'est-ce qui fait un bon Maman j'ai raté l'avion. Tout d'abord, bien entendu, c'est Noël, le cri mythique. Nous avons aussi la police pas très compétente, la personne âgée méchante mais en fait gentille, une bande de voleurs pas très malins, des pièges inventifs, de l'humour et un gamin plutôt intelligent. Ce sera notre base à partir de maintenant ainsi que pour la seconde trilogie pour savoir si au moins les suites de Maman j'ai raté l'avion respectent la recette qui a été instaurée par les 2 premiers films. Home Alone 3 ou Maman je m'occupe des méchants, sorti en 97, débute sur un groupe de mafieux qui veut récupérer à l'armée de l'air un microprocesseur ultra performant permettant de contrôler des missiles très longue portée. Un groupe de voleurs engagés pour l'occasion récupère l'objet et le cache dans une voiture téléguidée, elle-même camouflée dans un sac. Pas de bol, ils perdent le sac à l'aéroport et c'est une vieille dame qui a pas l'air très sympa qui la récupère. Elle s'avère être la voisine de Alex, notre héros du jour. Pardonnez-moi Madame S, mais je crois bien que c'est peut-être probable, possible, presque sûr que je n'arrive pas à l'heure pour mon dîner. Mon Dieu Jésus, c'est super mal joué. Alex déneige à l'aide de ses voisins pour se faire un peu d'argent et Madame S, c'est son nom, offrira la voiture à l'enfant car elle n'en a pas besoin vu qu'elle a récupéré le mauvais sac et que c'est de toute façon pas à elle. En parallèle, les voleurs retrouvent la trace du sac et vont à Chicago où ils vont commencer à fouiller les maisons. Retour à Alex qui est visiblement très ingénieux puisqu'il a construit une machine automatique pour nourrir son poisson. C'est quel genre de flemme ça? Le gamin il a le courage d'aller se faire chier, aller déneiger l'allée de ses voisins pour se faire un petit peu de sous, mais alors par contre prendre une boîte, l'ouvrir, tapoter 3-4 fois, ah là non. On va construire un robot. Ah bah faut pas déconner. On nous présente la sœur d'Alex qui triche en écrivant des notes sur ses chaussures. Tu sais que avec la neige et les flaques d'eau, le temps que t'arrives à l'école, tes trucs sont effacés là. On aperçoit le frère avec sa coupe de cheveux plus aberrante que la mienne. Alors ma coupe de cheveux est peut-être aberrante, cela étant que moi j'ai passé 25 ans et que j'ai toujours pas de traces de calvitie. Alex se rend compte avoir la varicelle et lâche le traditionnel cri. Alex est encore coincé le zizi dans la lunette des toilettes. Bon, comme l'autre il est pas là, je vais le faire à sa place. Bah dis donc, le gamin il doit vraiment avoir une grosse bite. Je dois te laisser, un de mes gosses s'est pris le zizi dans la lunette des toilettes. Ah mais parce qu'en plus c'est un problème récurrent chez eux. D'accord. Ah non mais on peut enchaîner, hein, comme Billy il est pas là, j'ai pas de chute. Alors que Alex en bon américain qu'il est joue avec un flingue, les voleurs se prennent une petite location dans le quartier où ils vont poursuivre leur investigation, mais seront repérés par Alex via sa longue vue avec laquelle il espionne ses voisins. Ce qui est totalement illégal, hein, ça s'appelle du voyeurisme. L'enfant appelle en conséquence la police qui débarque en trombe.
Malheureusement, les voleurs ont eu le temps de fuir avant leur arrivée et Alex se fera donc légèrement engueuler en nous informant suivant que le FBI est à la recherche des voleurs après le vol de la puce avant de retrouver le père de Alex qui part au boulot sans son pantalon. Tu m'étonnes qu'Alex fait du voyeurisme à seulement 8 ans, il a une famille de détraqués le gamin. Alex se retrouve à nouveau seul, très bonne excuse pour continuer ses activités criminelles où il va de nouveau spotter les voleurs, rappelle la police, le scénario se répète et en plus de se refaire allumer par les flics, son frère et sa sœur vont l'humilier bien comme il faut. On fait rigoler tout le quartier. Tu es la honte de notre famille, Alex. Une famille de détraqués et de psychopathes aussi, visiblement. Alex passe à l'action. Bah ouais. Alex passe à l'action en envoyant la voiture équipée d'un caméscope, ce qui va forcément ravir les voleurs qui retrouvent enfin leur Graal, mais le gamin ne va pas les laisser gagner comme ça, et commence une course-poursuite entre les voleurs et le jouet dans une séquence qui dure 15 foutues minutes. 15 minutes d'une course-poursuite entre des voleurs adultes et un jouet pour enfants. 15 minutes, c'est excessivement long, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit, les scénaristes? D'ailleurs, dans cette séquence, on se rend compte aussi que Alex a le plan des maisons de ses voisins. Si un nouveau film devait se faire avec un Alex adulte, je pense que ce serait un slasher movie, si tu vois ce que je veux dire. Alex récupère la voiture et comprend pourquoi les voleurs la recherchent quand ils trouvent la puce. Voyant qu'elle appartient à l'armée, il les appelle pour les avertir et eux, ils prennent note. Après un coup de téléphone suspect, il comprend qu'il a des problèmes, car les voleurs savent où se trouve la voiture et Alex décide de se préparer en installant des pièges dans la maison. Le lendemain, l'enfant se retrouve seul et les hostilités commencent pendant qu'en parallèle, le FBI sont informés du coup de fil à l'armée. Madame S, qui avait été contactée pour garder Alex, sera interceptée par les voleurs qui l'attacheront et la laisseront mourir de froid dans son garage. Alors qu'ils l'auraient mis directement dans le congèle, ça aurait été beaucoup plus rapide. Attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Les voleurs vont bien galérer à rentrer dans la maison car les pièges sont assez vénères, entre l'électricité et de multiples pots de fleurs sur la gueule, ils vont bien morfler, hein, même si cela a tendance à rappeler les pièges des 2 précédents films. Bien que le coup de fusil à pompe dans le cul, j'avoue que celui-là il est inédit. Sauf que quand il réfléchit 2 secondes, dans les 2 premiers films, Kevin il fait certes des pièges violents, mais il s'arrange toujours pour que ça ne fasse que blesser les voleurs. Là, tu gères un petit peu trop mal ton piège, t'as 2 scénarios, hein. Soit le mec il est mort, soit il a son trou de balle extrêmement dilaté. Les voleurs sont donc enfin à l'intérieur de la maison et commencent à évoluer dedans. En parallèle, la mère est convoquée à l'école où le FBI la retrouve pour lui expliquer le bourbier dans lequel son fils est retrouvé. Alex, justement, qui pendant ce temps malmène les voleurs avec divers pièges, dont un qui fera une castration de laquelle je ne me serais personnellement pas relevé. Il narque ses ennemis avec la puce en ayant réussi à sortir de la maison et en profite pendant que 2 des criminels seront bloqués dans la piscine pour aller libérer Madame S, qui est mal en point. Et après une ultime confrontation avec des pistolets qui ont été échangés plus tôt avec des jouets. Bon, attends, donc le gars c'est un voleur professionnel recherché par le FBI, il inverse son arme avec un jouet et il se rend pas compte que le poids c'est plus le même. La police débarque avec le FBI, arrête les voleurs dont un qui va se faire exploser, Alex retrouve sa famille, Madame S est finalement pas si méchante et le film se termine. Bon ok, même s'il a fallu attendre qu'elle soit aux portes de la mort pour qu'elle devienne gentille, on peut quand même cocher ça sur la liste et justement on va aller voir les autres points, savoir si le film les respecte ou pas. Alors c'est Noël, oui c'est vrai, mais franchement l'ambiance est beaucoup moins présente hein, et pas plus que ça exploité même à la fin. Ok, Alex a un cadeau offert par son père, mais ils auraient pu finir sur un repas de Noël avec Madame S, mais non même pas. Franchement, ça aurait pu se passer début janvier, un jour de neige, que ça aurait été pareil. Hein. Même la déco fait franchement pitié, hein, avec 3 guirlandes là qui se battent en duel. Quand tu compares à la maison McAllister, ça fait de la peine. Le cri mythique est présent et heureusement, la police est pour une fois relativement compétente. C'est pas vraiment grave que ce point-là ne soit pas respecté, surtout que ça vaut mieux qu'elle soit plutôt efficace dans une histoire introduisant le FBI. La méchante voisine gentille, on l'a vu, check. La bande de voleurs pas très malins, ouais ok, ils sont un petit peu teubés, mais c'est un poil abusé, hein, surtout qu'on nous les présente comme des agents du mal entraînés, armés et dangereux, mais c'est pas encore trop choquant, on va valider pour le beau jeu. Les pièges inventifs, malgré des échos au premier film, ils sont introduits avec de la technologie typique des films des années 90, hein, dans la veine James Bond, tout ça, même les méchants sont équipés dans ce sens. Ça reste divertissant si on retire la scène, beaucoup trop longue avec la voiture. L'humour fonctionne moins bien dans cet opus, en plus d'être moins bien calibré, il joue mal la carte du comique de situation, mais c'est dû aussi au fait qu'il y a trop de méchants, moins bien développés, moins attachants que les casseurs flotteurs. Au même titre que Alex, alors oui, il est intelligent, ça on peut le valider, mais comparé à Kevin, il est plus lisse, moins charismatique, le rôle est certes rempli, hein, malgré des doublages parfois discutables, ça reste un enfant très gentil, mais moins rebelle que Kevin, qui envoyait par moments de sacrés punchline quand même. Tâche de pas gâcher mon voyage, espèce de petit casse-pied, il coûte un paquet de fric à ton père.
Oh, je voudrais surtout pas vous faire ça, monsieur Gripsou. Alex est juste un gamin ultra sympa et moins contrasté qui s'est retrouvé dans une situation dramatique. Il est perdu dans une famille qui a du mal à le considérer comme Kevin, certes, hein, mais c'est moins bien dosé dans cet opus et notamment à cause du fait que le reste de la famille n'est qu'une copie ratée de la famille McAllister finalement. Cette suite qui fait office de soft reboot est donc fade, hein, trop cartoonesque par moment, voulant renouveler la recette mais en ayant changé pas mal d'ingrédients, proposant une aventure qui n'atteindra pas le statut culte des deux premiers, et alors que la saga aurait dû mourir dans son coin, ça ne sera pourtant pas le cas, et vous allez voir que le 4e opus, c'est une purge comme on a rarement fait. Mais ce sera la prochaine fois. Billy, t'étais où? J'ai dû faire la vidéo sans toi. Désolé, j'avais une turbo chiasse. Ça se tient. Et en plus, je me suis encore coincé le zizi dans la lunette des toilettes. Habilement placée celle-là. Ah! Mais ça va pas, il t'arrive quoi là? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? De qui tu parles? L'ours dans le sapin? Je sais pas, c'est pas toi qui l'as mis? Non mais Luc, c'est pas un ours en peluche, bordel! Oh non, pas un deuxième, non. Il vient de ta planète? Oui, c'est... le perforateur. Salut les enculés. C'est l'équivalent du Père Noël sur ma planète, on vous a volé votre tradition qu'on aimait bien. Et on l'a fait mieux que vous, si je peux me permettre. Vous avez plagié Noël? Enfin attends, c'est même pas ça le problème, tu m'avais dit que ta planète, la Synep, elle avait été détruite et que t'étais le seul survivant. Comment il peut être là du coup? C'est rien, moi, demande-lui. On a fait une méga fiesta partout avec mes prostyrènes et quelques amis sur la base lunaire. Fallait voir, Rudolpha m'a fait une tornade linguistique sur ma canne à sucre. Ce fut exquis, je peux vous dire que c'est mon nez qui était rouge après, si tu vois ce que je veux dire. Tu peux aller droit au but, s'il te plaît? Ok, bon, alors le lendemain, au réveil, ils sont retournés sur Synep et ils m'ont oublié derrière. D'où le lien avec maman, j'ai raté l'avion. Subtil. Sinon, Bilas, t'as été sage cette année, mon enfant? Bilas! Eh merde, c'est vraiment une sale journée. Et encore, ils ont pas vu dans quel état j'ai laissé les chiottes. Non mais attends, tu m'as toujours dit que tu t'appelais Billy? Lux, on ressemble à des putains d'ours en peluche sur Terre. J'ai humanisé mon prénom, c'était pour m'intégrer plus facilement si je trouvais une famille qui voulait bien de moi s'enfuir en me voyant. Puis un jour, je t'ai trouvé. Eux ont fui. Laissez-le tranquille, immédiatement, bande de petits merdeux. Eh, mais t'es un ours en peluche qui parle. Mais comment c'est possible? Eh, je sais, tu veux devenir mon ami? Mais toi, t'es resté. Joue pas avec mes sentiments, Bilas. Perforateur, je suis désolé, si j'avais su qu'il y avait un autre survivant, je t'aurais emmené avec moi. Mais je suis parti dans l'urgence, je m'attendais pas à ce que ma machine explose. Super, j'aurais eu 2 Synépiens pour le prix d'un. Génial. Synepsien. Pardon messieurs, on se calme, Synepsien si vous voulez. Quand ta machine a explosé, C'est toi l'enculé qui a fait péter la planète? il a détruit sa planète. Merde, j'ai trop parlé. Bon, ok, je travaillais sur un système pour créer une nouvelle forme d'énergie illimitée, puis j'en ai découvert une. Sauf qu'en réalité, c'était une faille dans le multivers. Je pensais pouvoir la contenir, voire même la contrôler avec une machine. Mais j'ai merdé dans mes calculs. La machine a contenu l'énergie multiverselle, mais a fini par exploser, ce qui a détruit Synep, que j'ai eu le temps de fuir voyant le drame venir. Mais c'est arrivé tellement vite, j'ai pas eu le temps d'avertir la population. Espèce d'enfoiré, je te préviens que cette année t'auras pas tes cadeaux. Et encore, l'année dernière, il a créé une IA dont il a aussi perdu le contrôle et qui a failli détruire l'humanité. Une machine pour gérer le multivers? Genre comme celle-là? Ça veut dire que si tu t'étais planté sur tes calculs, t'aurais aussi fait exploser la Terre? Ouais, c'est vrai, mais c'est pas arrivé. Billy!